Bonjour, nous sommes en 2015 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à des dissertations en philosophie. Attention, ces vidéos ne sont pas faites pour être utilisées telles quelles, mais plutôt pour donner des idées à des classes par exemple de terminale en France, mais à chacun d'utiliser ses propres idées pour faire sa dissertation. Le sujet d'aujourd'hui touche à de nombreuses parties de la philosophie réaliste, la philosophie de l'art, l'éthique, la sagesse, et il s'intitule ainsi « Peut-on réenchanter la nature ?» Un regard enchanté, c'est un regard, comme disent souvent les jeunes, où il y a plein d'étoiles dans les yeux, plein d'étoiles dans le cœur, plein d'étoiles dans le ventre. C'est quelque chose, je dirais, qui est source de joie, sous plusieurs aspects. Et je dirais que ce sujet-là permet de comprendre comment l'homme a une capacité de regarder la même réalité sous plusieurs aspects. C'est quelque chose d'essentiel qui d'ailleurs fonde la diversité des sciences, des disciplines. Si par exemple je montre cette paire de lunettes, je peux la regarder d'un point de vue absolument froid, scientifique, à savoir la dioptrie qu'il y a sur les verres, etc. Mais je peux aussi l'enchanter, la regarder en tant que, par exemple, ce sont les lunettes de mon père qui est parti, qui est décédé, et que ça me rappelle des souvenirs. Le même objet va donc avoir un regard froid et un regard enchanté. Eh bien, ces deux regards sont réalistes, ils disent quelque chose de cet objet. C'est ce que je voudrais aujourd'hui appliquer à la nature tout entière. Dans une première partie, montrer comment il y a plusieurs façons de regarder la nature sans l'enchanter, de manière glacée, et que ce regard est réaliste. Dans une deuxième partie, au contraire, montrer d'autres regards, cette fois qui sont sans doute le propre de l'homme, et qui font éclater en splendeur des choses que, par exemple, les reptiles ne voient pas. Je voudrais, dans une troisième partie, montrer que ces deux regards ensemble sont réalistes, qu'il ne faut pas en rejeter un, mais que, si on veut être un être humain qui peut vivre sur Terre, il est nécessaire d'enchanter ce monde. On ne peut pas le réduire à sa matérialité. Et donc, dans cette première partie, je voudrais montrer ce regard froid, ce regard, je dirais, d'où ne jaillit pas des étoiles, qu'on peut porter sur la nature. C'est une forme de connaissance qui est tout à fait le propre de l'homme. Je voudrais donner un autre exemple pour montrer à quel point c'est quelque chose de possible. Je me rappelle avoir eu, il y a quelques années de cela, un élève qui était excellent en sciences, véritablement. Il est d'ailleurs devenu un ingénieur de très haut niveau. Et il a eu pour la première fois un coup de cœur pour sa petite copine en classe de rhétorique en Belgique. Et au bout de quelques temps qu'il était avec sa copine, après les premiers émois naturels, eh bien, il lui racontait sans cesse ses théories, à savoir que l'amour est chimique, uniquement chimique, que tout est réaction entre des molécules dans le cerveau, et qu'il n'y a rien de réel dans les sentiments éprouvés. Et elle, au début, tout en admiration devant lui, évidemment, au bout d'un certain temps, se rendit compte qu'ils ne pourraient pas passer leur vie à débattre de ce seul thème. En fait, il avait un regard d'ordre scientifique pur. Scientifique, je dirais même positiviste, matérialiste. Et ce regard n'était pas enchanté, bien qu'il ait touché, à un moment donné, quelque chose d'autre chez celle qu'il aimait. Eh bien, il existe cette connaissance qui peut être absolument réaliste, portée sur la nature. D'abord, premier regard possible, si on regarde la nature, on doit observer que tout est mort. Tout est mort. Ça veut dire que la terre entière sur laquelle nous marchons, cette terre où pousse la vie, n'est que la somme des cadavres de millions de générations de plantes, d'animaux, d'êtres humains qui nous ont précédés. Tout est mort et tout ce qui vit est amené à mourir. Tout ce qui vit d'ailleurs se bat pour vivre un peu par un instinct présent en lui, un instinct absurde qui est toujours vaincu. Et finalement, tout est mangé par quelqu'un d'autre qui, comme ça, tire de cette matière, je dirais, un instant de vie,
un instant de conscience pour les animaux, de conscience spirituelle pour les hommes. Ce regard-là est-il faux? Non. Simplement, il observe une chose vraie, un peu comme je disais tout à l'heure, tout est chimie dans l'amour sentimental. Mais il n'insiste que sur cela. Il met en avant un aspect qui est vrai. Autre regard qui n'est pas enchanté, c'est un regard utilitaire. C'est un regard que la convoitise humaine peut porter en elle. Lorsqu'on regarde la nature autour de nous, eh bien, tout peut être utile. Tout peut être exploité pour rapporter quelque chose qui nous sert à quelque chose. Et ce regard utilitaire, que Karl Marx avait dénommé regard capitaliste, mais qui en fait est un regard de la convoitise humaine, peut être porté aussi sur nos prochains. À savoir que certains analysent les relations humaines en termes uniquement d'utilitaire. Certains disent « personne ne te fera de cadeau, bats-toi, car c'est un monde où les loups les plus forts survivent par rapport aux loups les plus faibles. » Il n'y a pas de générosité en ce monde. Et quand tu donnes la vie à un enfant, cet enfant n'aspire qu'à une chose, ce qui lui apporte de la nourriture, ce qui lui apporte de la vie. Il est sans reconnaissance. Ce regard utilitaire peut même être utilisé dans le cadre de l'amour. Par exemple, un couple peut se former dans une complicité d'intérêts utiles, parce que l'un a de l'argent, qu'il apporte une sécurité à l'autre, etc. Il y a des mariages qui sont strictement fondés sur l'utilité. Et dans ce cas-là, évidemment, il n'y a pas d'enchantement, même dans l'amour humain. La convoitise humaine, réellement présente, elle rend tout désertique. Elle rase les choses, parce que si tout d'un coup elle repère qu'une espèce est exploitable, peut apporter de l'utilité, eh bien elle va l'exploiter jusqu'à sa disparition. On sait ce qui est arrivé au dodo, un espèce de gros pigeon sur une île, qui fut exploité parce qu'il était facile à attraper. Et il n'en reste plus un. C'est le symbole de cette capacité de l'homme à détruire la nature, parce qu'il s'en sert. Ce regard utilitaire a d'ailleurs été dénoncé, parce que, dans la Bible, au niveau du livre de la Genèse, il semblerait qu'elles disent que la nature n'est faite que pour servir. Domine la nature. Je te donne en nourriture, dit Dieu à Noé, tout ce qui existe sur terre, les plantes et les animaux. Alors, issu de cela, un troisième regard, je dirais non enchanté, peut sortir. À savoir que tout est matériel. Tout ce que nous constatons par notre expérience et qui est dans notre univers est matériel. Et donc, on peut avoir un regard sur ce monde en disant que d'où il vient, d'une évolution par hasard de la matière, sans qu'il y ait un seul but. Qui sommes-nous? De la matière qui, ayant évolué sans finalité. Il n'y a pas d'entropie au sens anthropos, c'est-à-dire de finalité à ce que l'homme apparaisse. C'est juste une vapeur qui disparaîtra un jour. Eh bien, nous sommes juste de la matière qui, bien organisée, a pris conscience quelque temps. Où est-ce que tout va? Dans le néant. C'est objectif. Rien ne subsistera. Ou plutôt, tout subsistera sous forme glacée, d'énergie qui se dispersera à l'infini, dans l'éternité. Ce regard-là, il a été donné au XIXe siècle, en particulier par un philosophe appelé Huxley. Son but était évidemment de libérer l'homme de toutes ces superstitions, de tous les esprits fantomatiques qu'il imaginait comme responsable de la nature, afin qu'il soit lui-même adulte, dans un monde qui n'a pas de sens, mais qui n'est que matériel. On peut dire qu'il a désenchanté le monde, effectivement, et que la science occidentale, apportée aux nations entières, a petit à petit appelé superstition tout ce qui, auparavant, faisait rêver les gens, leur disait qu'il y avait quelque chose de plus que la matière dans ce monde. Alors évidemment, après avoir développé cette première partie, on est obligé de penser à un texte qui se trouve aussi chez les anciens. Je prends un texte de la Bible parce que ce sont les premiers écrits de l'humanité qui ont été conservés tels quels.
Dans le livre de Coëlette, l'Ecclésiaste, au tout début, voilà ce qu'il dit, parce qu'il n'a que ce regard désenchanté. Vanité des vanités, dit Coëlette. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit trouve l'homme à toute la peine qu'il prend sous le soleil? Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il se hâte vers son lieu, et c'est là qu'il se lève. Le vent part du midi, tourne au nord, il tourne et va, et tout est vanité. Sommes-nous donc contraints de regarder le monde avec ce regard froid de la première partie, au prétexte que tout est matériel, que rien n'est voulu? Eh bien, je dirais que même pour une sagesse qui serait matérialiste et athée, il y a véritablement possibilité de réenchanter le monde. Et je voudrais citer à cet égard un film qui a eu beaucoup de succès à son époque, Le Cercle des poètes disparus. Le Cercle des poètes disparus, c'est l'histoire d'un professeur dans une école, Welton, en Angleterre, dans les années 50, où on forme des futurs capitalistes, des gens qui seront des tueurs des affaires. Donc on les forme à un regard réaliste, utilitaire sur le monde. Or, ce professeur-là, eh bien, il est lui-même athée. Il ne croit en rien, en aucune force qui enchanterait ce monde. Et pourtant, il va apprendre à ses élèves à l'enchanter. Il les amène lors de sa première leçon pour voir, je dirais, les anciennes photos des élèves qui sont morts depuis longtemps. Et il leur dit, vous voyez, ils mangent les pissenlits par la racine. Ce qui veut dire, en termes clairs, il n'y a rien. C'est de la matière. Tout est vanité. Et ensuite, il leur dit, mais écoutez ce qu'ils vous crient depuis leur tombeau. À vous qui êtes jeunes comme eux, qui avez les mêmes hormones en vous. Écoutez. Et il leur dit, carpe diem. Profite du jour présent. Que ta vie soit extraordinaire. Donc, il leur donne une sagesse et une éthique qui est possible. La sagesse, c'est tout est matière, mais l'éthique, c'est que il y a moyen de voir le monde avec des étoiles. Et je voudrais donner plusieurs de ces moyens. Le premier consiste à prendre une vérité qui s'oppose à celle que j'avais développée dans la partie précédente où je disais que tout est mort. Tout est vie qui jaillit. La vie jaillit partout. On n'arrive pas à l'arrêter. Il suffit de regarder, par exemple, Tchernobyl. Tchernobyl, cet endroit où a explosé une bombe atomique, que dans l'imaginaire des gens, on pense être le poison parfait, celui qui hante par des ondes. Et donc les hommes ont fui ce quartier où une centrale nucléaire a explosé dans les années 80. Eh bien, parce qu'il n'y avait plus d'hommes, la vie s'est mise à jaillir. Des animaux qui avaient disparu partout ailleurs, n'étant plus chassés puisqu'ils étaient contaminés, se sont mis à se reproduire. Des loups sont réapparus, des chevaux de Przewalski. La nature, dans cette ville absolument désertée, a repris ses droits. Et finalement, à partir de Tchernobyl, on voit que le plus grand ennemi de la nature, c'était pas le nucléaire, c'était la convoitise de ceux qui chassent. Et que l'animal, livré à lui-même, il gagne, il reprend le territoire. Évidemment, regardez la vie qui jaillit, sans penser au fait que tout va mourir, c'est vrai, mais non, ne regardez que cet aspect-là. Tout de suite, c'est un enchantement. Tout de suite, le monde prend une autre dimension. Mais il y a bien d'autres regards que le professeur Keating apprend à ses élèves, et en particulier celui de la beauté. Il leur apprend à ne pas regarder la poésie, par exemple, comme le faisaient les anciens professeurs, en faisant une courbe avec le sujet traité. Donc si on traite de la spiritualité, ça aura plus de valeur que si on traite d'une chaussure. Et d'autre part, la qualité de la rédaction, et faire une courbe de la valeur d'un poème comme ça. Non, il leur apprend à simplement se laisser porter par la beauté. Eh bien, il y a un regard qui peut contempler le monde de cette façon-là. Tout est splendeur de la forme qui jaillit. Mais alors attention, cette splendeur de la forme, elle n'est visible que parce que nous sommes des êtres humains. Un animal ne la verra pas. Et nous-mêmes, êtres humains, nous ne la verrons que si notre intériorité y est préparée. Je veux dire par là que
Si on met quelqu'un qui est angoissé, qui regarde trop l'aspect désenchanté dont je parlais tout à l'heure, devant un magnifique lever de soleil, il ne le verra pas. Et au contraire, ce lever de soleil lui paraîtra le source de la tristesse la plus désespérante. Si au contraire, il a enlevé ce regard premier, mais qu'il a regardé le positif, alors tout le jaillissement de splendeur lui apparaîtra et suscitera en lui une émotion esthétique qui enchante le monde. Un animal ne peut pas voir la beauté d'un coucher de soleil. Un homme peut le voir. Et il peut y mettre un sens très profond, pas seulement la beauté matérielle des couleurs, mais aussi le sens de la vie, le fait qu'il est de passage sur terre, etc. Des tas de choses qu'il va regarder autrement. Parce que cette beauté fait référence aussi au fait que tout dans la nature est vérité. Vérité, ça veut dire capacité d'être connu, des merveilles absolues, géniales, une nature organisée de manière splendide, depuis le plus petit atome qui a un ordre mathématique absolument inouï, des constantes qu'on découvre de plus en plus, c'est réglé à la minute près, au point que certains savants, mathématiciens, voulant connaître pour connaître, appliquer leurs maths à la physique, sont dans l'admiration. Mais c'est valable aussi pour la réalité la plus grande, la plus profonde qui existe sur Terre, et je ne parle pas des galaxies, je parle de l'être humain. C'est véritablement la réalité la plus qualitative, puisqu'elle n'est pas seulement matérielle, avec des atomes, elle n'est pas seulement vivante comme une plante, pas seulement sensible comme un animal, elle est douée de spiritualité. Et donc, un être humain, c'est un univers à lui tout seul qui a plus de richesse que tout le reste de l'univers, excepté évidemment les autres êtres humains. Une galaxie avec ses centaines de milliards d'étoiles, avec ses centaines de milliards de planètes toutes différentes, avec toutes les compositions chimiques qu'on peut imaginer, la taille, la gravitation, est moins riche qu'un être humain. Non seulement par son cerveau comme organe, mais par ses pensées, son intériorité, ses joies, ses douleurs. Il y a donc une façon de regarder les réalités par la vérité qui enchante le monde. Et il ne faut pas s'en priver. C'est même le regard de la philosophie. La philosophie réaliste qui cherche à connaître pour connaître, eh bien, elle est source de joie. Quand on découvre une vérité supérieure, on en éprouve un plaisir extraordinaire. Donc, jaillissement de vie, jaillissement de beauté, jaillissement de vérité. Je voudrais donner un quatrième regard qui enchante le monde, et que nos anciens avaient la chance d'avoir parfois. Il n'était pas toujours positif, attention, mais tout de même. Nos anciens, les animistes, nos ancêtres à l'époque du paléolithique, donc des chasseurs-cueilleurs, étaient convaincus que la nature était peuplée d'esprits, de personnes qui organisaient tout. On en trouve les traces, par exemple, dans les mythologies nordiques. Il y a des trolls, il y a des elfes, il y a toutes sortes de lutins cachés qui régissent la nature. On pourrait dire, mais ce sont des contes de fées. Ces hommes, à cette époque-là, croyaient au Père Noël. Eh bien, ce n'est pas si simple, ce n'est pas si sûr. Il y a moyen de réenchanter le monde et de ne pas se contenter, comme cela, comme un dogme, du matérialisme dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je voudrais citer, parce que c'est le plus célèbre en cette année 2015, c'est la voix la plus intéressante, les frères Bogdanov. Donc ce sont des vedettes de la télévision qui ont fait aussi des thèses en sciences. Ils ont été critiqués par certains scientifiques parce qu'ils ne se sont pas contentés de rester dans leur domaine épistémologique, à savoir décrire le fonctionnement du monde lors de son apparition avec le Big Bang, l'apparition des constantes cosmologiques, et de s'arrêter là. Non. Étant des êtres humains, chercheurs de vérité, ils ont admiré. Ils ont fait ça sérieusement, ils ont d'abord décrit ce qui s'est passé. Donc, dans la première seconde, après ce Big Bang, après ce temps zéro, une matière où il se passe plus d'événements que presque dans tout le reste de l'univers, à savoir une organisation de la matière, une matière qui en elle-même n'a pas d'ordre, mais une organisation avec des constantes mathématiques extrêmement précises. Une magnificence au point de vue mathématique. Voyant cet ordre magnifique, ils ont pris des analogies pour l'expliquer. Ils ont dit, elles sont tellement réglées,
à la 50e décimale après la virgule, qu'il est plus facile de tirer avec un fusil sur une pièce de 2 euros située à l'autre bout de l'univers, donc 14,7 milliards d'années-lumière, que de voir apparaître ces constantes. Et si une seule de ces constantes était déréglée, à la 50e décimale, le monde ne serait qu'une explosion d'énergie qui ne se construirait pas, comme on l'a vu avec les atomes, puis les molécules, etc. Admiratif devant cette organisation si précise, si mathématique, eh bien, ils ont cherché à aller plus loin et à remonter avec leur intelligence au-delà de ce qu'on appelle le mur de Planck. Ce moment où la concentration de la matière, sa chaleur est si intense que il faudrait une infinité de zéros pour l'exprimer par une équation, donc on ne peut pas la connaître par les maths, mais on peut la connaître par une contemplation philosophique, intellectuelle, une philosophie de la matière. Et ils ne se sont pas contentés de cela. Ils se sont dit, mais d'où vient cet ordre fantastique apparu dans la première seconde? Et ils ont posé, simplement, en se servant de leur intelligence, une cause qui leur paraissait nécessaire par rapport à l'effet produit. Si l'effet est mathématique, alors ils ont dit, c'est qu'il y a un mathématicien à la base de cela, et un mathématicien éternel, parce qu'il ne peut pas sortir du néant. C'est une intelligence suprême. Oh, ils n'ont pas été dire que c'était un Dieu personnel, à la manière du Dieu des chrétiens, des musulmans, des juifs. Non, un mathématicien, un grand horloger de l'univers. Et donc on peut dire que, par leur connaissance de la vérité, ils ont proposé au monde l'hypothèse que ce monde serait finalement enchanté par une présence qu'aussitôt ils rendent froide. Parce que, selon eux, c'est un peu le dieu de Spinoza. Il ne peut pas s'occuper des petites créatures qui apparaissent par hasard. Il est trop dans des équations fantastiques des maths. Il n'empêche que, face au matérialisme, face au premier regard, qui désenchante le monde de toutes ses présences, en indiquant une intelligence organisatrice de ce monde, il ouvre la porte à l'enchantement. D'où d'ailleurs ces critiques virulentes du matérialisme athée. Eh bien, ils ont droit à la parole. Ils ont droit. Pourquoi pas? Leur raisonnement se tient, il n'est pas appuyé sur la foi, il est appuyé sur un principe connu en philosophie, le principe de causalité. Tout effet a une cause qui lui est adaptée. Cette télécommande, qui est un effet intelligent, organisé, a forcément une cause adaptée qui n'est pas l'érosion. L'érosion ne peut pas donner cela, qui est un ingénieur humain, évidemment. Alors évidemment, en ayant terminé cette deuxième partie par la question du grand horloger de l'univers, je sors du cercle des poètes disparus et de professeur Keating qui disait que tout retourne au néant. En fait, quand on réfléchit bien, on n'est pas obligé de suivre une décision intellectuelle qui désenchante complètement le monde pour en faire simplement de la matière, sans cause. Certains disent qu'on ne peut pas démontrer l'existence de Dieu, mais on ne peut pas démontrer non plus son inexistence. En réalité, il faut se confronter à ces voies par la causalité que développent Einstein, Oparin, les frères Bogdanov, Voltaire, etc. Si l'être humain, qui a tellement soif d'être voulu par quelqu'un, se contente du seul regard de la première partie, utilitaire, matérialiste, athée, s'il en fait l'alpha et l'oméga de sa vie, il désenchante le monde et il n'a plus de sens à sa vie. Il faut donc s'efforcer, je pense, pour pouvoir vivre, dans un premier temps, de prendre la sagesse du professeur Keating, donc la beauté, l'amour, la vérité présente dans ce monde. Et puis, après cette admiration, être capable de se poser la question de la sagesse. D'où venons-nous? Qui sommes-nous profondément? Où allons-nous après la mort? Certains, actuellement, voudraient dire que cette question-là, ces trois questions ne sont plus philosophiques, qu'il n'y a plus d'hypothèse là-dessus. La certitude que nous venons du hasard serait acquise. Eh bien, ce n'est pas vrai. Personne ne peut expliquer cet ordre fantastique que décrivaient les frères Bogdanov et dont je parlais tout à l'heure.